Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien avec Olivier Sève. Nous allons cette fois-ci parler de son rapport avec l'œuvre de Raymond Machereau et avoir des discussions un peu plus générales sur la bande dessinée aujourd'hui. Bon visionnage à vous. Du coup, tu me parles beaucoup de Chloro à la rescousse. C'est le premier Chloro que tu as lu ou... Oui, c'est le premier que j'ai lu et j'ai adoré. J'adore le coup de la tarte à la crème. C'est génial, quoi, parce que on est tellement près de ça. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai essayé de faire aussi. Par exemple, dans La peur du loup, c'est faire peur aux gens avec un truc pour les faire acheter quelque chose. Donc, c'est utiliser la peur pour faire du marketing. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Et j'étais beaucoup plus sensible à Chloros, à l'île de... Allez, merde, j'oublie maintenant. Coquefredouille. Godefredouille, voilà. Que dans la nature. J'aimais bien son côté incisif, j'aimais bien aussi ses petits dessins quand il signait Zara, et qu'il faisait des trucs dans la presse qui étaient ultra mordants, ultra méchants. C'est le petit côté de Machereau que j'adore, ça. Maintenant, j'ai d'autres pages de Raymond que j'adore, avec les frères Mirlifort et des trucs comme ça, mais tu vois, où le dessin même de la nature est plus tac, tac, plus géométrique, c'est moins rondouillé, c'est plus incisif. Conquer, ça j'aimais bien quand même. Ouais. Ça, Parce que là, pour le coup, c'est ce qu'il y a peut-être de plus proche de Chaminou et le Crompire. Ouais. exactement. Et alors, quand tu as tu vois, la bombe, tous ces trucs-là m'ont fasciné, quoi. Et là, en plus, à cette époque-là, Machereau avait un style de couverture dans Tintin qui était d'une efficacité, c'était merveilleux, quoi. C'est les dessins de cette époque que j'ai adoré, vraiment. Ouais, la période des années 60. C'est mon époque préférée de Machereau. Il fait un équilibre blanc et noir magnifique. Enfin, c'est du film américain, quoi. C'est son petit côté anglais aussi qui arrive dans le côté un peu coincé de certains personnages, mais en même temps très vif. Et puis c'était à l'époque, c'était la mode aussi. Tous les dessins animés de l'époque qui passaient à la télé, c'était ça, hein, c'était ce style-là, hein. Bon, c'est vraiment mon époque préférée. Ben, je pense que c'est aussi mon époque préférée pour Franquin. Oui, moi aussi. Et c'est marrant parce que le roi à la rescousse, ça ressemble évidemment très fort à Querens sur Boiseburg, tu vois, avec les mecs qui vendent des armes et qui font que deux pays se battent pour pouvoir vendre des armes. Mais de toute façon, ils s'entendaient super bien. Franquin et Machereau, c'est des potes. Donc, Franquin a offert à Machereau toutes les planches de la corne du D'accord, rhinocéros. ouais. Il avait donné tout son album, et ça, c'était vraiment des potes. Et c'est grâce à ça qu'on a pu rééditer l'album aussi, du coup. Oui, parce que Machereau les avait gardés et un jour, Franquin est venu les récupérer. Bon, on pourrait peut-être en parler de Franquin. Je suis sûr que ça intéresserait aussi des tas de gens. Quand j'allais chez Will, je ne l'ai jamais vu là-bas. Je l'ai rencontré grâce à Baptême, puisque j'ai vraiment mangé avec lui au resto et avec Baptême. Ça a été vraiment un grand moment que j'ai adoré, évidemment. J'ai un peu bossé pour lui, pour des conneries, tu vois, faire des trucs pour des t-shirts. On essayait de faire des produits dérivés. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais à l'époque, il travaillait pour le studio Odek Kick Cartoon, il faisait les Tifous. Il avait ça dans son bureau, et j'avais été pour lui présenter des projets de t-shirts et tout. Puis il me disait, oui, oui, je vous écoute. Hein, Il avait un petit côté un peu tati, comme ça, il est très grand, et il faisait des grands pas, et il regardait ce que faisait le mec qui était en train de lui mettre en place sa photocopieuse couleur, et il bidouillait, il faisait les réglages, il mettait les encres. Je voyais que il en avait envie à crever. Puis il dit, oui, j'arrive. Dites, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on peut faire des faux billets avec ça? Et il demande au mec si on peut faire des faux billets avec sa photocopieuse couleur. Donc, tu vois, la chose qui est la plus importante pour lui, c'est de faire des blagues avec, quoi. C'est extraordinaire, parce que ça, t'as garçon, quoi. En même temps, tu vois, ça met la dimension de Franquin, qui n'a rien à foutre du pognon, de tout ça. Enfin, je veux dire, tu lui offres un cadeau qui vaut une blinde, il s'en fout, il est là en train de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme connerie avec ça? Je trouve ça génial. C'est vraiment le détournement gastonien, toute sa splendeur. T'as bossé un peu, toi, sur le Marsu, non? Ben, j'ai bossé un peu sur le Marsu par la force des choses, c'est-à-dire que chez Marsu Productions, ils ont voulu lancer des dessins animés. Je m'occupais, si tu veux, de checker les storyboards et tout un tas d'études de personnages. Et donc, je simplifiais des dessins de Franquin pour les rendre un peu dessins animés. Et du coup, ça ressemblait à mon style à moi. Je faisais des petits morceaux de décor pour expliquer comment on devait faire ceci ou cela. J'ai fait une bible graphique. J'ai repris tous les dessins dans les albums de Baptême. J'ai sorti des plantes, des champignons. Donc on essayait de coller un esprit franquinien comme on pouvait, quoi. C'est pas facile parce qu'en fait, les mecs qui viennent de l'animation, ils ont pas vraiment la même culture BD. C'est assez compliqué, mais c'est amusant. Je suis bien marré à faire ça. Et suite à ça, on m'a demandé d'adapter un des scénarios de dessin animé, de l'adapter en album BD. Et donc j'ai repris le scénario de base du dessin animé et j'en ai fait autre chose. Et du coup, ensuite, Donc j'avais rencontré Olivier Sulpice, qui est le patron des éditions Bambou. Et puis un jour, il est revenu vers moi, il m'a dit, tiens, voilà, j'ai une série qui s'arrête, les Footmania, qu'est-ce que tu veux la reprendre? Je
Je dis, moi, je suis pas footeux dans l'absolu, c'est-à-dire que oui, j'aime bien le foot comme tout le monde, c'est-à-dire que j'aime bien, tu vois, quand il y a un mondial ou un truc comme ça, soutenir la Belgique, je connais ce qu'il y a un peu dans la tête de supporter, parce que le supporter, on est tous un petit peu en soi. Comme c'est une BD sur les supporters, j'ai dit oui, ok, je vais le faire. J'ai commencé au 4 et je suis au 19, et c'est bien, ça se vend bien, donc ça me permet de gagner ma vie. Tu te demandais aussi la situation des auteurs actuellement face à la Covid et tout ce bordel. Et pendant la Covid, des gens étaient chez eux, enfermés. Il y en a beaucoup qui ont lu des bouquins, qui ont lu des BD, et même on pouvait commander les BD en ligne. Le bouquin s'est très bien porté. Ouais. Mon éditeur me dit qu'il a une année plutôt positive. Les mouvements d'achat se font et on ne sait pas les rentabiliser au même moment. Mais dans l'absolu, ça se passe plutôt bien. Et comme en plus, un dessinateur de BD, il est déjà confiné, c'est pas très compliqué, tu vois, nous, la vie ne change pas beaucoup, en fait. Il y en a qui sont en studio, qui peuvent plus y aller, bon, ça c'est vrai que ça change un peu, mais en gros, tu peux très bien travailler chez toi, pas de souci, quoi. Comme tout est un peu au ralenti, ça nous permet de mettre d'autres projets en route. Moi, je rêve de faire du scénario depuis longtemps, pour raconter des histoires. Moi, j'aimerais bien faire mon petit truc, même quitte à être scénariste pour d'autres, d'ailleurs, je t'avoue. Ouais. Ça me permettrait d'aller dans d'autres univers que je ne peux pas faire moi. Parce que moi, par exemple, un dessinateur réaliste, je peux te dire que là, il faut oublier tout de suite. C'est non. Et par contre, faire une histoire réaliste et un peu dure, ça, je pourrais le faire. J'ai plein de trucs qui sont commencés à être écrits, mais à chaque fois, c'est un petit peu, comme je te disais, comme je vais où le vent me pousse. Il y a un tel qui me dit « Ah ouais, tu te souviens que tu m'avais dit qu'on ferait un bouquin rapidos ?» Et hop, ça passe devant. J'ai une histoire qui est déjà écrite depuis un moment, que j'aimerais vraiment bien faire. Et ça sera sans doute pas moi qui vais la dessiner, c'est ça qui me fait marrer. Tu peux nous dire au moins le thème, peut-être quelque chose? Ça s'appelle Non Merci. C'est l'histoire d'un mec qui a une chance de dingue dans sa vie. C'est pas des maisons cambriolées dans toute la rue, sauf la sienne, ou des voitures verbalisées dans toute la rue, sauf la sienne. Il lui arrive jamais rien de. Lui, c'est toujours bien, quoi. Et il se trouve que c'est à cause de quelque chose. Le prix à payer est un peu compliqué. Mais je peux pas t'en dire plus, parce que si je t'en dis plus. Tu nous en dis pas plus. Tu l'as terminé ou c'était en train de travailler dessus pour le scénario? Terminé. Tout Ouais. est fait. Maintenant, je suis dans les dialogues et découpage. Le Footmania qui doit sortir pour l'Euro va sortir. Tu l'avais déjà prévu pour l'année dernière, du coup, ou... Bien entendu, il était préparé avant. Du coup, on a dû l'adapter. On a dû en sortir un peu plus tard dans l'année avec des modifications. On a refait la moitié du bouquin et on a gardé les planches qui étaient Euro pour le mettre dans le suivant. Je fais aussi chez Bambou une série qui s'appelle Les Fondus. Il m'a demandé de créer les personnages et c'est tous les auteurs qui s'en servent pour faire des fondus d'eux. Il y a plein de trucs. Il y a la brocante, le jardinage, la pêche. Il y a aussi les fondus de la moto qui marchent très fort, dessinés par Bloz. Et alors, il y a les fondus du vin, où là, j'en ai fait quand même pas mal. Et là, pour le moment, dans la même collection, je fais un fondu du whisky. Je rencontre des gens, etc. Donc, parce que j'ai fait les fondus du vin, je fais partie de la confrérie des Cosses du Rhône de Liège. J'étais chevalier, je vais devenir officier. Donc voilà, en gros, c'est mes projets pour le moment. Ok, on a hâte de découvrir ça. Et puis du coup, moi, je voulais parler un petit peu parce que tu m'as expliqué que tu étais passé au numérique. Je voulais un petit peu que tu nous expliques déjà quand est-ce que tu es passé au numérique et puis comment ça se passe. Mais en fait, j'ai des ordi depuis très longtemps. Au début, si tu veux, il n'y avait pas des tablettes comme celle-ci que tu vois ici, où c'est carrément un écran. Tu dessines sur la tablette. Ce que je faisais à l'époque, c'est je dessinais sur des feuilles, je scannais et je terminais, mise en couleur, etc. C'est entièrement digital. Bon, les seuls trucs qui sont pas digitaux, c'est les conneries que je fais sur mes petits carnets quand je suis au téléphone. C'est mes recherches de cartoons pour mes trucs de Covid. C'est des dédicaces, des petits crobards que je fais sur le côté, etc., mais très peu de papier, effectivement. Je ne désespère pas y revenir parce que c'est un plaisir incroyable. Au début, je faisais beaucoup de dessins sur du papier spécial pour marqueur qui s'appelle du papier Léon. Je mettais mes feuilles l'une sur l'autre et je voyais à travers. Ce qui fait que mes premiers albums sont déjà comme ça au marqueur, parce que j'aimais bien le marqueur. Mais finalement, quand tu les exposes au soleil, certains marqueurs qui foutent le camp. Par exemple, j'avais des marqueurs de cases, eux foutent le camp, tu vois. Mais bon, c'est un peu casse-couille parce que tes planches ne sont pas aussi belles. Et à l'époque de Machereau, de Chalmiou, je me suis dit, il faut que je fasse des belles planches, des vraies dans le pur esprit Machereau. Donc j'ai pris du vrai papier de dessin, j'ai pris des vraies plumes, de la vraie encre de Chine, et j'ai fait des vraies planches à l'ancienne. Ça m'a procuré un plaisir de dingue. On ne peut pas comprendre ça quand on n'est pas dessinateur, mais quand on est dessinateur, le pinceau sur le papier ou la plume sur le papier, la façon dont l'encre va venir se mettre, etc., c'est vraiment un réel bonheur. C'est vrai que ça, je l'ai un peu perdu, sans l'avoir perdu, parce que je crois que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Les problèmes de l'informatique au départ, c'est quand tu as un nouveau jouet en main. Par exemple, tu vas avoir
un programme Photoshop et tu dis ah c'est génial, je vais faire des couleurs, etc. Et tu vas utiliser des trucs de Photoshop qui se reconnaissent très bien. Quand tu utilises ça, toi tu te dis ah c'est génial parce que tu trouves que c'est un gadget génial, mais dès que tu le fous dans une BD, elle est datée automatiquement et tu vois que ça a été fait en informatique. Donc c'est un peu gênant. Quand l'informatique se sent dans le dessin, c'est un peu gênant. Quand tu ne le sens pas, et maintenant, je t'avoue que c'est de mieux en mieux parce que tu peux faire de l'aquarelle avec les coulures, avec les taches, avec tout ce que tu veux. Je te jure, c'est hallucinant. Là, le dessin que tu m'as montré tout à l'heure, c'est Oui. informatique. Ouais, regarde. Ah, C'est pas de l'aquarelle. Totalement, ouais. Moi, je me suis fait berner. Si tu veux, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement. Par exemple, un truc que j'ai beaucoup utilisé, et j'avais des autoroutes avec carrément des embouteillages et tout. Oh putain, je me dis ça, c'est vraiment un cauchemar. Tu dois dessiner les perspectives, toutes les bagnoles, machin. Alors, pour que ça soit un petit peu plus réaliste, je m'étais fait des trucs, je ne sais pas si tu as déjà vu SketchUp. Et donc, tu as une base de données infernale qui existe dans le monde entier où tu as des autoroutes, des bagnoles, des motos. Et c'est comme si tu faisais une maquette et que tu mets tes petits objets où tu as envie, et puis tu fais clic, une photo, et puis tu t'en sers soit comme modèle pour redessiner, soit carrément pour le mettre en dessous de ton crayonné. Mais c'est génial, c'est des outils qui servent. Mon cousin Benoît Hers, je ne sais pas si tu vois qui c'est, celui qui fait Les Enfants de la Résistance, il a fait une série avant dans Spirou avec une sorcière, les démons d'Alexia, et il a une crypte, mais une crypte qui était super tordue à dessiner avec des colonnes et des voûtes en plein cintre, machin. Et un jour, il se l'est monté en 3D comme ça, pour avoir sa base à chaque fois quand il fait ses plans de cases. Et ça aide pas mal, quoi. Mais en fait, les dessinateurs de BD faisaient déjà ça avant, avec des petites maquettes d'avions, des petites maquettes de voitures, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pas passé comme temps dans des magazines à essayer de retrouver la documentation pour dessiner tel type de bagnole ou tel type de machin. J'ai passé des heures, des heures. Maintenant, tu tapes sur Google, tu as tout. Mais c'est plus que fabuleux. On a le droit d'aller partout dans le monde. J'ai fait une BD dans Spirou qui s'appelle Les poulets du Kentucky. C'est au Kentucky. J'ai jamais foutu les pieds au Kentucky. J'ai déjà été aux États-Unis, mais jamais au Kentucky. Tu vas te balader Google Earth, tu vois les maisons, les poubelles, tout y est, les panneaux, tout. Donc j'ai fait des autoroutes qui existent. Donc tu vois, l'informatique a aussi des super bons côtés. C'est comme la crème fraîche, il ne faut pas en mettre trop dans les plats, quoi. La bande dessinée est née d'un support. C'est-à-dire qu'à une époque, M. Dupuis, qui avait fait un magazine qui s'appelait Le Moustique, s'est dit, tiens, je vais mettre dedans des bandes dessinées. En gros, c'est parti d'un format qui était le format idéal et pour l'impression, et pour la manutention, et pour la façon de s'en servir pour le lire. Et pendant des années, les albums correspondaient aux prépublications, ce qui était logique. Et puis il y a des mecs qui ont dit, ouais, mais ça serait bien si moi je pouvais avoir un album carré ou un album. Donc si tu veux, on a commencé à un petit peu sortir des sentiers battus des formats traditionnels parce que, parce que finalement, c'est vrai, il n'y a plus de prépublication, donc on s'en fout un peu. Voilà. Et maintenant, on te dit, voilà, BD numérique, BD numérique. Et qu'est-ce qu'ils font avec la BD numérique? Bêtement, ils prennent le PDF de l'album et ils te le foutent sur Internet. Ce qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, lire une page de BD sur un écran qui n'a strictement rien à voir avec le papier que tu avais à la base n'a plus encore aucun sens. C'est comme si maintenant, on t'imprimait la BD dans un format, un album comme ça, et ta BD dépasse. Ah ben tant pis. Et donc en fait, maintenant que le support est un écran, on doit s'adapter aux écrans. Et on doit raconter écran, et puis après faire les bouquins. Le bouquin était un produit dérivé, il doit rester un produit dérivé. Donc je pense que pour la BD numérique, on n'a pas encore utilisé la bonne méthode. Alors s'il y a des trucs très marrants aussi, c'est que tu fais par exemple un dessin, et puis tu vas juste faire cligner des yeux le personnage, et ben tu vas voir qu'en une image, tu vas faire vivre le truc. Si tu mets un personnage à l'entrée de la case ici, il rentre par une porte, cloque, et puis il doit aller au fond du couloir là, tu vas le dessiner avec la porte ouverte ici, et puis tu vas le dessiner là, ton cerveau va faire le chemin. Et donc, il y a une façon de raconter avec écran qui, à mon avis, est un bon plan. Et qui peut donner vraiment une sorte d'immersion aux gens, aux lecteurs, qui sera parfaite, avec du texte et du dessin. Parce que comme ça, c'est un truc que tu regardes sans déranger personne, à ton rythme, et quand tu cliques, tu passes à la case d'après. Tu vois, c'est toi qui rythme la BD. Ça, je trouve ça, c'est un super plan. Alors, ce qu'il y a de bien, si tu veux, c'est que ça permet aussi de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, quand tu as une page de BD, tu ne peux pas mettre plus qu'un certain nombre de cases. Tu es limité par le nombre de pages dans ton album, etc. Donc tu as des limitations partout. Là, tu n'en as pas. Donc, en fait, si tu veux, tu peux arriver à faire un dialogue beaucoup plus fin et plus complexe
pour donner un peu plus de consistance au personnage. Ce que tu ne peux pas faire dans une BD, tu peux le faire dans une BD numérique. C'était très intéressant. On se finit peut-être sur des petites recommandations. Alors, La BD imbattable, moi je trouve ça génial. Et en plus, je suis étonné que ça marche aussi bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas parce que c'est pas bien, parce que moi je trouve ça très bien, mais parce que je trouve que c'est tellement, tellement fin et tellement pointu. Arriver à ce que le haut niveau plaise à autant de gens, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors il y a la BD de mon petit cousin dont je te parlais, Benoît Hers, qui fait les Enfants de la Résistance, mais je pense qu'il n'a même pas besoin d'un coup de main parce que ça marche tellement. Bon, c'est une super BD. Alors bah, les feuilletons, moi je suis un fan absolu de Breaking Bad et j'adore la suite qui s'appelle Better Call Saul. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas parce que c'est lent. Et je trouve que c'est justement ça qui est génial, c'est qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont tellement bien marché qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les scénaristes. Et ils arrivent à mettre de la dimension dans la lenteur de quelque chose de réel. Tu vois, ça, je trouve ça fabuleux. Si ça ne mettait pas des plombes, tu ne te rendrais pas compte du calme absolu de ce personnage, parce qu'il faut qu'il soit vachement cool pour qu'il arrive à supporter un truc pareil. Et donc, le fait de faire une scène qui prend du temps, a vraiment tout son sens. C'est très important. Mon film préféré, c'est Le jour sans fin, tu vois, le jour de la marmotte. C'est un modèle au niveau du scénario, parce que pour faire un scénario où tous les jours ça recommence, sans lasser, tu vois, sans qu'il y ait un moment où tu te dises putain, c'est long, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Donc ça, pour moi, c'est un modèle de scénario. Mais voilà. Et enfin, tu nous avais dit que tu avais une anecdote autour de ta dernière rencontre avec Raymond Machereau. Est-ce que tu pourrais nous la raconter? J'ai commencé mon histoire Machereau avec Haussmann, je t'ai expliqué, puisque c'est René Haussmann qui me l'a présenté, et je l'ai fini avec René Haussmann. Donc Raymond était dans un home en bas de sa rue, dans un mouroir à 1 kilomètre plus bas que chez lui. À la limite, tu vois, il aurait pu se pencher un peu par la fenêtre, il voyait sa maison, quoi. Et il était dans un endroit où ça sentait le vomi et le pipi. Tu vois, un jour, j'étais le voir et on lui avait coupé les cheveux, la moustache, mais il avait. Et je lui dis, mais on vous a coiffé, monsieur Vachereau, là, on vous a fait la coupe de printemps. Et il m'a dit, c'est smart, hein. Donc même encore à ce moment-là, il te fait de l'humour, quoi. C'est génial. Et j'allais le voir de temps en temps, mais tu vois, je ne me concertais pas spécialement avec René Haussmann. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on se retrouve au même moment à le voir. Et d'ailleurs, ça nous faisait plaisir parce qu'on se disait, putain, c'était tellement dur d'aller le voir là-bas que quand on était au moins à deux, oui, c'était on rigolait, on se racontait des blagues avec lui et c'était bien, quoi. La dernière fois que j'ai été le voir, j'avais amené une tarte au riz parce qu'il adore la tarte au riz, parce que c'est une des spécialités de Verviers, son village. Et la tarte au riz, c'était un de ses péchés mignons. Sauf que comme il était diabétique, il ne pouvait plus manger de sucre, donc je lui prenais de la tarte au riz pour diabétique. Et je lui avais amené sa tarte au riz et je lui avais dit, monsieur Machereau, j'ai pas de quoi vous la donner, je la donnerai aux infirmières pour qu'elles vous la donnent à manger. Et là, comme je t'explique le truc, il est couché dans son lit, un peu relevé et sans dents. Son dentier, on lui a pas remis son dentier. Et puis René arrive. Et René, je me dis, ah, chouette, René arrive. Ah, René, comment vas-tu? Et on commence à parler. On était beaucoup plus relax. Il m'a dit, d'ailleurs, quand je t'ai vu, j'ai vu que tu étais là, quand je suis entré, je me suis dit, ouf, je suis pas tout seul. Et puis on commence à discuter. Je lui dis, tiens, je lui ai amené une tarte au riz, mais bon, il faudra qu'il la mange plus tard. Il me dit, parce que je dis, j'ai pas de quoi lui donner. Il me dit, ah, mais attends, moi j'ai mon canif. Il faut savoir que René Haussmann est un bon vivant, qui a toujours sur lui un petit canif pour couper un sauciflard qui traînerait quelque part ou n'importe quoi, ça sert toujours. Et il a aussi il avait un petit lacet avec 2 petits crochets, et il accrochait des serviettes, parce que comme il avait un bon ventre, il avait toujours une petite serviette dessus pour ne pas faire de tâches. Donc ça, c'était René. René qui nous manque aussi. Et donc, il me dit, on va lui couper un morceau. Je dis, monsieur Machereau, vous voulez manger votre tarte? Oui, 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 oui. Moi, je commence à couper des petits bouts de tarte. Et la tarte au riz, en fait, tu as une croûte autour et dedans, tu as une sorte de riz au lait ouais. Qui est cuit, mais qui est assez mou. Donc, je me dis, ça va, il n'y a pas dedans. Donc, je lui mettais en bouche des petits morceaux avec beaucoup de riz. Et puis, je lui dis, la croûte, je ne vous la donne pas. Hein. Il me dit, si, parce qu'il aime bien la croûte. La croûte, vous êtes sûr? Oui, oui. Bon, je lui donne la croûte. Elle n'était pas très dure, mais c'est quand même, il faut mâcher, quoi. Et comme il n'y a pas de dents, c'était emmerdant. Et donc, je lui file la croûte. Et puis, à un moment donné, il commence à s'étouffer. Je te jure, mais vraiment, à s'étouffer. Je me dis, ah, putain, qu'est-ce que je vais faire? Avec René, on se disait, mais. Et puis, elle est passée. Le bout de tarte est passé. Donc, il a récupéré un petit peu de son air. Et je me suis dit,
putain, j'ai failli tuer Raymond Machereau à coups de Tartori. C'est quand même hallucinant. Donc, alors, c'est vrai que je n'aurais pas été ravi à ce moment-là, mais quelque part, pour un mec qui invente le klaxus du staphylet, tuer, être mort, étouffé par une Tartori, je pense que ça lui aurait plu, franchement. En plus que, je vais te dire très sincèrement, à cette époque-là, il n'attendait qu'une chose, c'est de retourner voir sa femme qui était décédée avant lui. Sa femme qui a eu un accident de bagnole, qui était plus jeune que lui, mais elle ne s'est jamais remise de son accident. Et d'ailleurs, je ne l'ai plus vue depuis quand elle a eu son accident. On ne pouvait pas aller la voir à l'hôpital, elle était en coma. Et donc, j'ai failli tuer Raymond Machereau à coup de Tartori. Et je suis certain qu'il aurait trouvé ça marrant. Vraiment. Et la petite anecdote, donc ça a commencé avec René Haussmann, ça a fini aussi avec René Haussmann, puisque c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Il me manque, en tout cas, je peux te le dire, il me manque. Sincèrement, quand je pense à lui, j'ai une petite larme. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, vraiment, tu as été vraiment super sympa, tu m'as consacré beaucoup de temps, donc vraiment, merci, quoi. En tout cas, pour moi, c'était vraiment très passionnant de parler de tout ça avec toi. C'était vraiment super, donc vraiment merci. Et voilà, et je te ferai un champignon aquarelle pour te montrer. J'ai hâte de voir ça. Ce que je vais faire, je vais te faire un petit dessin que tu auras qui se fera sous tes yeux ébahis, que tu auras en vidéo.